Chapitre 4. La première chanson. Partout où la société se partage en hommes libres et en esclaves, il faut bien s'attendre à trouver la tyrannie des uns et la bassesse des autres, le mépris pour les opprimés, la haine contre les oppresseurs, l'abus de la force et la vengeance. Gustave de Beaumont. En 1952, malgré la répression, le peuple tunisien continuait à s'organiser pour obtenir son indépendance vis-à-vis de la France qui, au demeurant, s'était fait sermonner par les États-Unis d'Amérique. Par le truchement de l'Organisation des Nations Unies, son représentant demanda à Paris de régler le problème de ce pays en laissant son peuple choisir sa destinée. Dans la même année, l'Organisation des Nations Unies décida d'inscrire les affaires marocaines et tunisiennes à son ordre du jour. Le gouvernement français, scandalisé, protesta violemment contre cette ingérence politique. En Indochine, le Viet Minh continua à lancer de grandes offensives contre l'armée française. Krim Belkacem et Mostafa Ben Boulaïd, futurs membres du comité des 6 chefs insurrectionnels algériens, poursuivaient leurs activités révolutionnaires dans le plus grand secret. Pendant ce temps, des ingénieurs français se distinguaient par des exploits techniques tels que l'inauguration du gigantesque barrage de Donzère et la réalisation du Mystère 2, premier avion français à franchir le mur du son. Cherif Reddam, quant à lui, était loin de toutes ces prouesses scientifiques, et à ce moment-là, il s'intéressait peu à la politique européenne, malgré de profondes réflexions sur son pays dominé par la France. Quand je n'écrivais pas mes chansons, quand je n'essayais pas de réorganiser dans ma tête un refrain, un air ou des notes, je pensais à notre pays et à son occupation. Nous nous demandions, mes amis et moi, si les Algériens s'étaient inspirés des rumeurs qui nous arrivaient sur la guerre d'Indochine, lesquelles d'ailleurs s'étaient confirmées par la déroute complète de la France à la fin de l'année 1953 et au début de 1954. Nous nous interrogions alors sur notre capacité d'obtenir l'indépendance, à l'instar des Indochinois. Cela étant, me dit-il, tout le monde savait que les Vietnamiens avaient l'appui des Chinois. Mes amis et moi, nous nous posions la question de savoir sur quel appui la révolution algérienne allait compter. Durant cette conversation, j'ai remarqué que sa physionomie s'était voilée de tristesse et que sa voix avait changé de ton. J'ai d'abord cru que c'était une douleur liée à sa maladie qui le gênait pour avoir laissé planer pendant une longue minute un silence embarrassant. Je fus étonné et incommodé par le soudain contraste de son apparence. « Il y a quelque chose qui te contrarie ? Tu veux remettre notre conversation à une autre fois » lui demandai-je. « Non, enfin si » me répondit-il coup sur coup, alors qu'il semblait troublé et agité. « En fait, je viens de penser à mon petit frère Salah, que Dieu ait son âme. » Je devinai alors le motif de son chagrin. J'hésitai un moment avant de le questionner sur ce drame. Il ne m'en laissa pas le temps, car il avait décidé de continuer à m'en parler avec une simplicité nuancée par le regret d'avoir perdu son unique frère âgé à peine de 10 ans. J'ai appris la nouvelle tout à fait par hasard, par un villageois qui m'a présenté ses condoléances. J'ai d'abord cru à une erreur, mais quand j'ai vu la confusion de son visage, son regard fuyant, son embarras augmentant de seconde en seconde, j'ai compris que la maudite maladie, quel que soit son nom, avait été plus forte que le miracle qui m'avait sauvé de la tuberculose. C'est assez singulier d'avoir appris la nouvelle, alors que durant les jours précédents j'avais été éprouvé par je ne savais quelle agitation et un sinistre pressentiment. Je crois qu'une douleur secrète qui peut arriver à perturber notre âme est souvent un présage de malheur. Même aujourd'hui, près de 60 ans plus tard, je sens des frissons quand je pense à lui. Même si Dieu l'avait voulu ainsi, il n'a pas été facile d'accepter et de comprendre cette cruelle destinée. Pendant plusieurs semaines, je n'ai pu chasser l'image de cet enfant plein de vitalité et de joie. Mais je crois que les plus affectés étaient mes parents. Ma tante m'a raconté des années plus tard que maman avait mis des mois pour s'en remettre. Après la disparition de son enfant, elle a cru son existence brisée et elle n'a pu retrouver son caractère énergique que près de 2 ans après sa mort. Toute la famille avait pensé que le chagrin allait l'emporter elle aussi. « De quoi est-il décédé ?» lui demandai-je. « Je ne sais pas. Là-dessus, je n'ai jamais eu le courage de questionner mes parents ni mes oncles, » me répondit-il d'une voix basse. « C'était peut-être par erreur de commettre une maladresse, par pudeur ou par crainte de remuer leur douleur. D'ailleurs, continua-t-il, je peux te confier que le premier gosse que j'ai eu, je l'ai appelé Salah en sa mémoire. » Le voyant mal à l'aise, le visage un peu plus terni, j'ai spontanément changé de sujet. Nous sommes alors sortis du contexte de sa biographie pour parler du 2e tour des élections présidentielles françaises et de Ségolène Royal, la Jeanne d'Arc de la Vème République. Cherif Reddam choisit de quitter la fonderie et son premier emploi de magasinier. Il trouva une autre situation plus avantageuse dans une usine de peinture, la société Freytag. Outre les primes intéressantes, le nouveau salaire bien plus élevé que celui de son précédent poste lui permettait d'être plus à l'aise et de satisfaire les anciens désirs dont il avait rêvé et de profiter des nouvelles joies découvertes avec sa bande d'amis musiciens.
Chérif était bien entouré par le petit groupe de musiciens qu'il avait formé. Stimulés par un succès inespéré et par des espoirs communs, ils animaient des soirées de plus en plus agréables, pleines de jovialité et de bonne humeur. Avec ses amis, il parlait de l'amélioration à apporter à tel ou tel instrument, de nouvelles idées à introduire dans leur façon de jouer ou de chanter et, bien sûr, de leur avenir de grands artistes. Les samedis soirs, le public affluait de plus en plus nombreux pour assister à leurs représentations de plus en plus captivantes. Certains jeunes hommes, insouciants de l'éloignement de leur pays, trouvaient là un bon moyen de se divertir. D'autres, les pères de famille forcés à l'émigration par la misère, vivaient des moments chaleureux qui les sortaient de leur mélancolie noire. Tous les spectateurs semblaient mémoriser les rythmes des douces mélodies, ainsi que les paroles évocatrices de leur pays natal. Désormais, Chérif était le leader incontesté du groupe. Pour les spectacles de fin de semaine, il préparait et disposait la scène avec une remarquable méticulosité. Cette compétence naturelle lui attirait de la part de ses amis un grand respect et une considération admirative. Sa popularité grandissante n'affecta nullement sa modestie. Pendant la journée, il était ouvrier spécialisé dans une usine de peinture, et le soir, il devenait un artiste sans aucune arrogance particulière, ni cette froide insolence que prenaient certains des soi-disant chanteurs et musiciens dont la vanité gonflait à bloc leur ego. Le degré de connaissance artistique de Chérif avait évolué chaque fois que je le rencontrais. Je peux te dire que rien n'avait changé sa personnalité, toujours disponible et ouverte, ni d'ailleurs sa belle voix infiniment caressante. D'ailleurs, aujourd'hui, sa sérénité marque toujours les sentiments et les esprits, aussi bien de l'ancienne que de la nouvelle génération. Il a su garder la tête froide. Il était heureux et aimait faire plaisir à son public. En tant qu'ami, et je suis fier de figurer parmi ses amis, je peux dire que j'avais un énorme plaisir quand je le voyais jouer avec cette sérénité et chanter avec cette poésie romantique et sentimentale, sans aucune allusion politique ou religieuse. Ce n'était pas pour autant qu'il se montrait indifférent à la politique ou à la religion, car il était des plus respectueux de l'islam, et en fait de tous les autres cultes. Les notes de musique semblaient lui procurer un bien-être qu'il exprimait par un sourire plein de bien-être. Quand je l'accompagnais à la guitare, il m'arrivait d'examiner la réaction du public, je dirais plutôt de son public. J'avais l'impression qu'au début de la soirée, certains jeunes arrivaient avec une tête dans laquelle était concentrée la misère de la terre tout entière. Après sa première chanson, la gaieté effaçait progressivement la tristesse profonde qui envahissait tous les visages dans la salle. J'ai souvent cru assister à un miracle en observant l'épanouissement de leur physionomie, comme si la voix de leur idole apportait un remède immédiat à leur mélancolie ou à leur nostalgie. De temps en temps, excités par la plus vive admiration, ils applaudissaient à la fois pour lui témoigner leur gratitude et pour lui montrer leur considération. Chérif acceptait les chaleureux remerciements sans avoir la grosse tête et profitait pleinement de cette ivresse avec la plus grande sérénité. Je crois que ses chansons avaient un certain pouvoir sur son public sans pour autant savoir comment cela s'était fait. Voilà pourquoi je dis que mon ami Chérif a toujours été et restera modeste, me dit cet ami de longue date dans un entretien qu'il a bien voulu m'accorder. Les copains de son groupe se voyaient sur une immense scène, donnant un spectacle grandiose devant des milliers de fans applaudissant et reprenant en refrain les paroles de leur tube. Mais Chérif Reddam savait que, pour arriver à cette célébrité, il fallait que la passion fût vive et permanente. Bien entendu, il fallait aussi de la persévérance et surtout du travail, et enfin être doté d'une disposition naturelle pour cet art. Le besoin de métamorphose qui le travaillait depuis bien des années commençait à devenir lassant, tant il lui semblait être bloqué au bout d'un chemin sans issue. L'impatience de chanter et d'améliorer sa technique de solfège finit par le persuader qu'il fallait faire appel à un musicien professionnel. Ainsi, il résolut de revoir la gestion de son salaire. Il en affecta un tiers à son père, s'alloua un tiers pour ses dépenses personnelles et l'autre tiers fut investi strictement dans sa passion, la musique. Le samedi et le dimanche, Chérif Reddam soignait plus particulièrement son image en s'habillant d'une manière très raffinée. Au regard et commentaires de ses amis, on eût dit qu'il était fait pour être un grand monsieur. D'ailleurs, dans le village, chacun nota combien Chérif avait changé physiquement. Certains disaient qu'il était devenu encore plus discret et plus poli qu'avant son départ. D'autres le trouvaient simplement très agréable. Quant à lui, il se sentait inchangé, mais bien heureux d'entendre les flatteries de son entourage. Sa mère, qui venait de le revoir pour la première fois depuis 5 ans, était fière de découvrir que la vie parisienne l'avait transformé en beau jeune homme. Elle alla même jusqu'à lui dire qu'il était né pour porter des habits élégants. Certains de ses amis d'enfance restés au village l'admiraient tellement qu'ils le suivirent en France dans les mois suivant son départ à Paris, à la quête dans son sillage d'une réussite économique et d'une émancipation personnelle. À son retour d'Algérie, Chérif Reddam décida de prendre des cours de solfège.
Très vite, il confirma ses capacités musicales et déploya une énergie exceptionnelle qui l'aidera à développer son immense talent pendant plus de 60 ans. Son aisance devant la musique, confirmée par les commentaires élogieux de son professeur M. Jamoussi, l'incita à écrire quelques vers sans trop y croire. Je reproduisais, me dit-il, les images des montagnes où la nature régnait en maître. Je revoyais les crêtes du Djurdjura couvertes de neige ou de verdure, les champs d'orge, les rangées d'oliviers ou de figuiers, la beauté des cerisiers ou des poiriers en fleurs, ainsi que la splendeur des paysages de toute la Kabylie. Tout cela m'inspirait chaque fois que je fermais les yeux avant de me coucher. Il m'arrivait de revoir toutes les plantes sauvages ordinaires ou insolites de nos champs. Vertes ou dorées par le soleil, je leur trouvais une élégance radieuse. Gravées dans ma mémoire à jamais, leur parfum m'inspirait régulièrement. Il m'arrivait aussi de penser à la saveur des figues de Barbarie. Ce fruit me rappelait alors la chaleur torride de l'été et les promenades solitaires que j'effectuais pendant les vacances scolaires. Je ne peux oublier le chant des cigales pendant la journée, ou le ululement du hibou dans la fraîcheur agréable de la nuit, et bien sûr, le temps que je passais à observer les oisillons nourris par leur mère. J'étais fasciné par la délicatesse avec laquelle elle maniait son bec pour leur répartir équitablement la nourriture. Il y avait aussi la beauté des couleurs des plantes sauvages, variées allant de la lavande au romarin, des angéliques à la menthe, qui exhalaient des senteurs uniques, sans oublier les coquelicots et les bleuets. J'écrivais pour moi, comme pour adresser une salutation à toute ma région, à ses forêts, à mon village, à ses habitants, mais aussi pour me délasser après une journée de travail. J'écoutais le son du phonographe du foyer et, en rentrant dans ma chambre, je me mettais à griffonner quelques lignes sur mon pays, les étoiles, les femmes kabyles, les constellations et la solitude de l'immigration, dit-il d'un ton bas comme pour exprimer la nostalgie d'une jeunesse bien réussie. C'est pendant cette période que la chanson Endeloular a commencé à prendre forme. Mon village natal. Mes origines, mon chemin, je les ai oubliés. Mon village natal, je l'ai délaissé. Mon triste destin m'a abandonné, ainsi que les compagnons de ma jeunesse. Quand je pense à mon passé, je suis envahi par la détresse, à l'instar de ma langue embrouillée. Ami qui m'a conforté, je t'ai oublié. Toi qui m'as aidé dans mes difficultés. Dans mon sommeil, j'aurais préféré rester et rejoindre ceux qui nous ont quittés. Mon front de la main, je l'ai frappé quand j'ai appris qu'ils s'étaient envolés. J'ai demandé où sont-ils passés. J'ai appris que de lieu ils ont changé. Dans le plus grand secret, on me dit qu'ils sont décédés. Alors mon cœur s'est brisé. Ainsi, je suis dans mon sommeil, dans les rêves je me suis perdu. Le jour de mon réveil, de mes amis j'étais dépourvu. Je songeais à ce que j'ai légué, que du vide j'ai trouvé. Endeloular. Tsour afrid yedkir, tsour ani dhaloular. ستونزا ونداد غلير يكذي المزيان كي العفار. تسوغ امكزي كلير ثارقي تمسلايت النار. تسوغ وذي يخدم من الخير وذي كيتشي غاغرم صمضن. لو كان وردو كي غاخير أرني غير وذي يموثن. سوفوسي والطف غنير ميثني دوفي غسرفيان. استقسا غندا روحان ناني يفدلنا مضيق. ذا الفضنا في اللي يفرن جان دي غفلان ذا الخيق. الخضار سلي غموثن ولي ويبغى ذي شقيق. قلاغ غير يضسيه الليغ روحا غذي ثيرقي عرقاغ. اني غاشي ميدوكيغ ورفرصا وذاك حملاغ. مقلاغ ما إلا كرا دجيغ وفيغ دكرا ذيني فراغ. لو كان الدخيل أخي أرني أروذي موثن
شوفوا سيدي وثاني متنيدوا في غسل La bonne atmosphère qui régnait dans les cafés arabes, enfumés et exigus, le nombre croissant d'immigrés algériens, la solidarité entre Kabyles, tout semblait concourir à l'avantage des artistes de variété du Maghreb qui, sans aucun doute, apportaient un remède efficace à l'état d'esprit de leurs compatriotes. Il y a dans la vie difficile de l'immigré une multitude de souffrances qui tiennent à l'éloignement de sa famille et de sa terre, aux habitudes culturelles, aux problèmes linguistiques, à l'hostilité de l'environnement climatique et à plusieurs autres aspects pratiques de la vie quotidienne. De ce fait, ces sentiments sont partagés entre le monde qui l'a quitté et celui qui l'a adopté, qui lui a blanchi la peau par le manque de soleil. Cette rude vie lui apprend à être indépendant, au point que même sa langue maternelle devient affectée, volontairement ou pas. Ses goûts alimentaires et vestimentaires et ses idiocraties évoluent inconsciemment et le placent dans une position quelquefois amusante pour certains membres de sa famille et ambivalente, voire curieuse pour d'autres. Cherif Reddam suscitait un intérêt croissant dans les cercles musicaux, ne manquant pas du reste d'en tirer une certaine fierté cependant discrète. Pendant qu'une partie de ses amis musiciens s'étourdissaient par toutes sortes de beuveries, Cherif, lui, préférait s'isoler dans son îlot de méditation où son esprit lui dictait l'air et les paroles de ses chansons. Il imaginait la mélodie avec sa tête, pensait avec son cœur. C'était sa manière de s'enivrer comme pendant son adolescence en Kabylie. Étranger, sans être isolé, respectueux des principes religieux qu'il avait appris à la Zaouïa, il continuait son chemin d'immigré sans se préoccuper du comportement de son entourage. C'est ainsi qu'il partit sonder le monde extérieur à son milieu d'immigrés. Curieux de s'instruire, il arpenta les rues et les grands boulevards parisiens, visita souvent le quartier latin, séduit par l'ambiance qui y régnait. À cette époque de ma vie, me dit-il, j'étais très curieux de savoir comment vivait l'autre monde, celui des Français. Instinctivement, je partais aussi à la recherche d'autres joies musicales. C'est ainsi que je me suis mis à fréquenter l'Opéra Garnier. À la fin de chaque représentation, la musique me laissait dans l'âme une longue et douce impression. En 1954, il composa et interpréta sa première chanson, I Listen to Murthiou. Devant la réaction enthousiaste du public et de son entourage, ses amis furent convaincus que ses qualités artistiques et son talent favoriseraient une démarche auprès de maisons d'édition. 2 de ses proches amis avaient tout fait pour lui trouver preneur. En vain. Cherif aussi parcourut Paris de long en large pour présenter sa chanson. Malheureusement, toutes ces entrevues restèrent infructueuses. Certains lui répondirent sans détour qu'ils n'étaient pas intéressés. D'autres lui exprimaient leurs regrets. La musique orientale ne faisait pas partie de leur répertoire. Déçu mais non surpris, il continua sa prospection, tandis que son rêve s'éloignait de plus en plus. Chaque fois qu'il chassait le doute, celui-ci revenait comme un boomerang, le plongeant ainsi dans le désarroi et la confusion et l'interrogeait sur sa capacité artistique. Particulièrement pugnace, Reddam n'abandonna pas. Tant son amour pour la musique était indestructible. Il prit la décision d'enregistrer sa première chanson à compte d'auteur. Le 78 tours sorti, la chanson suscita des commentaires élogieux autant qu'inattendus. Tout le monde reconnut les capacités exceptionnelles de ce jeune chanteur si discret. Encouragé par ce premier succès relatif, par les nombreux élogieux et témoignages chaleureux qui lui parvinrent, il continua à composer et à chanter avec assurance. Ainsi commença entre lui et le public une relation affective qui durera toute sa vie.
تهني كل صغر بيدي للمؤمن ورتحي كل صغر بيدي للمؤمن ورتحي لاين لسنة موردي آتن في ويغلم حاين ولما لك للغاية مالوني وعشي دم أذكي يد الدعوة لخير لرب الكعيه آين ليست مورتي وإمارة نقضى زمور تبدم التفتز مارين الصفيفة سمز بابور السن غف عديد تهجد القرن النبحور السن غف عديد تهجد القرن النبحور لاين لسنة مورتي آتن في ويغلم حاين ولما لك للغاية مالوني وعشي دم أذكي يد الدعوة لخير لرب الكعيه آين لست مورتي وإمارة لبي تزار بعيون انتي بركانين لقد سمز تزايد إمارة درت الصباط تقلين الذبح التغزال إمارة درت الصباط تقلين الذبح التغزال آين لسنة موردي آتنفر وغلم حاين ولما نكذ الغاية نادولي وعشي دم أبكي يد الدعوة لغيري رب الكعيه يروح عزيز غلفاري جايد اصحاب بيراق والسانق قني ذات الامذا وقوضان ورجانا يتشجع عالتبراد يتسلم تفلانا يتشجع عالتبراد يتسلم تفلانا آيين لسنة موردي آتنفر ويغلم حاين ولما نكد الغاية ماذولي ويعشي دم أبكي يد الدعوة لغيري لرب الكعيه آين لست مورتي وإمارة سبر فلا تساقم فوق الروح يستكلي ناس عنك زيام كل شيء ذقش ذمل حنزن هادينا البدوية كل شيء ذقش ذمل حنزن هادينا البدوية